L'étreinte ferme de la main d'un policier sur mon épaule m'arrêta net, me barrant le passage. Vous ne devriez pas regarder. Je fixais la maison de ma sœur. La porte d'entrée était grande ouverte. Des pleurs s'échappaient de l'intérieur. Les pleurs de ma fille. Pourquoi? Ma voix ne ressemblait plus à la mienne quand j'ai demandé ce qui était arrivé à ma petite. Le visage de l'officier m'a tout dit, tout ce que j'avais besoin de savoir mais que je refusais d'entendre. Si seulement nous étions encore 3 semaines en arrière, rien de tout cela ne serait arrivé. Ce jour-là, je préparais mon départ pour Strasbourg dans le cadre d'un échange entre conservatoires. Après 5 ans de carrière comme professeur de piano, c'était ma première grande opportunité, un programme intensif de 3 semaines. Mais il y avait un problème. Qui allait garder ma fille de 5 ans, Léa? J'en avais parlé à mon ex-mari, Marc, mais il partait en déplacement professionnel au Japon pour ces mêmes 3 semaines. Nous étions divorcés, mais nous restions soudés pour tout ce qui concernait Léa. Cette fois-ci pourtant, nous étions dans une impasse. C'est alors que ma sœur, Aurélie, s'est proposée. Je vais m'occuper de Léa, j'adorerais passer du temps avec elle. Je n'avais pas beaucoup vu Aurélie ces derniers temps, mais elle était gentille et s'était toujours appuyée sur moi. Chaque fois qu'elle avait des ennuis, elle m'appelait. Je pensais avoir fait de mon mieux pour l'aider. Vraiment, ce serait un tel soulagement, lui ai-je répondu. Aurélie a souri en disant que Léa était adorable et qu'elle avait hâte. Une seule chose me chiffonnait. Le petit ami d'Aurélie, Julien, m'avait un peu effrayé lors de notre rencontre. Il était froid, avec un regard glacial. Mais Aurélie m'avait assuré que Julien était un amour et qu'il adorait déjà Léa. J'ai cru ses paroles, ou plutôt, je voulais y croire. Il y a 2 semaines, j'ai passé un appel vidéo depuis Strasbourg. Léa, comment vas-tu? Seule Aurélie est apparue à l'écran. Ma sœur avait l'air épuisée. Elle dort, je ne veux pas la réveiller. Pourquoi Aurélie était-elle si fatiguée? Je n'y ai pas prêté plus d'attention. Il y a 10 jours, j'ai rappelé. J'aimerais parler à Léa. Elle joue dehors en ce moment, je te rappelle plus tard. Mais l'appel n'est jamais venu. Il y a 1 semaine, j'ai envoyé un SMS. Est-ce qu'on peut se voir en vidéo? Aurélie a répondu qu'elle était au parc avec Julien et qu'elle m'appellerait plus tard. Encore une fois, rien. L'angoisse a commencé à monter, mais je me disais qu'ils étaient sûrement juste occupés. Aurélie était ma sœur, elle ne ferait jamais de mal à ma fille. Il y a 3 jours, j'ai enfin pu parler à Léa. Maman. La voix de ma fille était minuscule, dépourvue de son énergie habituelle. Est-ce que tu vas bien? Tu t'amuses? Oui, c'est tout ce qu'elle a dit. Léa était d'ordinaire si bavarde. Quelque chose n'allait pas Léa, est-ce qu'il y a, désolé, c'est l'heure du dîner. Aurélie a raccroché immédiatement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Quelque chose clochait, mais quoi? Aujourd'hui, le programme s'est terminé. J'ai appelé Aurélie depuis l'aéroport. Pas de réponse. J'ai envoyé un texte, il n'a pas été lu. L'angoisse s'est muée en terreur. J'ai sauté dans un taxi direction la banlieue parisienne, droit vers chez Aurélie. En arrivant, j'ai eu le souffle coupé. J'ai frappé à la porte. Pas de réponse. J'ai frappé plus fort. Rien. J'ai sorti le double des clés qu'Aurélie m'avait donné, mais la clé ne rentrait pas. La serrure avait été changée. Pourquoi? Pourquoi Aurélie aurait-elle changé le verrou? J'ai regardé par la fenêtre. Le salon était un chaos total. Il y avait des trous dans le placo des murs. Des meubles étaient renversés. Mon cœur cognait dans ma poitrine. Les mains tremblantes, j'ai composé le 17. Je n'arrive pas à entrer chez ma sœur, je suis inquiète pour ma fille. 10 minutes plus tard, une patrouille est arrivée. La capitaine Sandrine Morel est sortie du véhicule. C'était une femme d'une 40aine d'années au calme olympien. Madame, que se passe-t-il? J'ai tout expliqué. Le fait que j'avais confié ma fille pour 3 semaines, le silence radio, le verrou changé. Sandrine a frappé à la porte. Police. Aucune réponse. Elle a obtenu l'autorisation par radio et a forcé la porte.
Maintenant, je me tenais à l'entrée. La main du policier était sur mon épaule. Madame, vous ne devriez pas regarder, mais j'entendais ma fille pleurer. Léa pleurait. J'ai bousculé l'officier et je me suis précipitée à l'intérieur. La maison était dans un état pire que tout ce que j'avais imaginé. Les murs du salon étaient criblés d'impacts de la taille d'un poing. Le canapé était éventré, la mousse s'en échappait. La table était retournée, des pieds de chaise brisés. On aurait dit le passage d'une tempête. Dans la cuisine, la vaisselle jonchait le sol. Des éclats d'assiettes brisées reflétaient la lumière. Des plats sales s'entassaient dans l'évier. Et sur la porte du réfrigérateur, des éclaboussures brunâtres et décolorées. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser que c'était du sang. Madame, attendez ici, s'il vous plaît. J'entendais la voix de la capitaine Morel, mais mon cerveau ne traitait plus l'information. J'entendais les sanglots de ma fille. J'ai couru vers le fond. Attendez. Le cri de Sandrine résonnait derrière moi alors que je m'engouffrais dans le couloir. La porte d'une chambre était entr'ouverte. De petits gémissements provenaient de l'intérieur. Alors que je tendais la main vers la poignée, un jeune policier m'a saisi par le bras. Madame, ne regardez pas. Pourquoi? Je l'ai fixé. Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? L'officier a perdu ses mots. Le regard de pitié sur son visage m'a tout dit. J'ai dégagé ma main d'un coup sec et j'ai ouvert la porte. Dans un coin de la pièce, une petite ombre était recroquevillée. C'était Léa. Ma fille était assise, le dos pressé contre le mur. Sa petite robe rose était souillée de boue, déchirée par endroits. Ses cheveux étaient emmêlés comme s'ils n'avaient pas été lavés depuis des jours. Mais ce qui m'a brisé le cœur, c'était son visage. Une énorme ecchymose recouvrait sa joue gauche. Sa lèvre était fendue. Le contour de son œil droit était gonflé et d'un violet sombre. Sur son bras, il y avait 5 marques circulaires, comme si des doigts l'avaient serré avec une violence inouïe. Léa. Ma voix a tremblé. Ma fille a eu un mouvement de recul. Elle me regardait avec des yeux terrorisés. Elle semblait ne pas me reconnaître. Léa, c'est maman. Je me suis avancée lentement, comme on approche un animal blessé. Ma fille s'est mise en boule. Tout va bien, c'est fini maintenant. Quand j'ai tendu la main, Léa s'est protégé le visage comme si elle s'attendait à recevoir un coup. Ce geste minuscule a achevé de me détruire. Ma propre fille avait peur de moi. Quelqu'un lui avait appris à craindre les adultes. Léa, c'est maman. N'aie pas peur, tu es en sécurité. Je me suis mise à sa hauteur, l'appelant encore et encore, avec douceur et patience. Lentement, son regard s'est focalisé. Elle m'a reconnue. Maman. Au moment où j'ai entendu cette petite voix, mes larmes ont débordé. Oui, c'est maman. Je suis venue te chercher. Le visage de Léa s'est crispé et elle a éclaté en sanglots. Je l'ai serrée contre moi. Elle était si légère. Elle avait perdu tellement de poids en seulement 3 semaines. Léa s'est agrippée à mon cou en répétant maman, 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 comme si ce mot était le seul fil qui la rattachait encore à la réalité. Je lui caressais le dos en lui murmurant que tout irait bien désormais. Depuis le couloir, la voix d'un autre policier a retenti. Il y en a une autre ici? J'ai levé les yeux. La capitaine Morel sortait de la pièce d'à côté et derrière elle, Aurélie est apparue. Ma sœur était elle aussi couverte de blessures. Des bleus marquaient son visage, sa joue droite était tuméfiée, sa lèvre coupée. Son bras gauche était entouré de bandages à travers lesquels le sang pointait. Aurélie pleurait. En me voyant, ses sanglots ont redoublé. Elle a titubé vers moi. Je suis désolée, je suis tellement désolée. Je me suis levée, gardant Léa dans mes bras. Aurélie s'est approchée, les yeux rougis. Je n'ai rien pu faire. Aurélie, que s'est-il passé? Ma voix était calme, mais à l'intérieur, c'était un tourbillon de colère, de confusion et de compassion pour ma sœur. Julien, a dit Aurélie d'une voix tremblante avant de s'effondrer. Elle ne pouvait plus parler. La capitaine Morel l'a soutenue. J'ai appelé une ambulance, a dit Sandrine.
Elles doivent toutes les deux aller à l'hôpital. 15 minutes plus tard, nous étions dans le véhicule de secours. Léa était sur mes genoux, tremblant légèrement. Aurélie était allongée sur un brancard. Ma sœur me regardait de temps en temps, un mélange de culpabilité et de peur dans les yeux. À l'hôpital, Léa a été emmenée directement en pédiatrie. Le docteur Isabelle Bertrand l'a examinée. C'était une femme d'une 50aine d'années aux yeux doux, mais à mesure qu'elle inspectait le corps de Léa, son expression se durcissait. Après l'examen, elle m'a appelée dans le couloir. « Madame », m'a-t-elle dit doucement, « c'est de la maltraitance. » Je me suis appuyée contre le mur. Je le savais déjà, mais l'entendre à voix haute a rendu la réalité insupportable. Elle a de multiples contusions sur le visage, les bras, le dos, a-t-elle continué en pesant ses mots. Il y a aussi les traces d'une fracture ancienne. L'os de son bras gauche a été cassé il y a environ une semaine et s'est ressoudé tout seul. Il y a une semaine ? Ma voix a déraillé. Il y a une semaine, j'avais eu Léa au téléphone. Elle avait le bras cassé à ce moment-là et elle n'avait rien dit. Non, elle n'avait pas pu dire quoi que ce soit. Qui ? J'ai mordu ma lèvre. Qui ferait ça ? Le docteur Bertrand n'a pas répondu. Elle a simplement posé une main sur mon épaule. Votre fille est très forte, mais elle aura besoin de temps et d'un suivi psychologique important. J'ai hoché la tête, c'était tout ce que je pouvais faire. Quand je suis retournée dans la chambre, Léa dormait, probablement sous l'effet d'un sédatif. Son petit visage était couvert de pansements. Je me suis assise à ses côtés et j'ai pris sa main. Une si petite main que quelqu'un avait osé briser. Depuis le couloir, j'ai entendu la voix d'Aurélie qui parlait à la capitaine Morel. Je me suis levée pour regarder par l'entrebâillement de la porte. « Julien », disait Aurélie entre deux sanglots, « il est devenu violent ces derniers temps. » « Depuis quand ?» a demandé Sandrine. « Depuis environ 2 semaines. » Il était stressé par son travail. Au début, il s'en prenait aux objets, il frappait dans les murs, jetait la vaisselle. « Est-ce qu'il vous a frappé aussi ?» Aurélie a acquiescé. « Oui, je ne pouvais pas m'échapper. J'avais peur. »« Est-ce qu'il a fait du mal à Léa ?» La voix d'Aurélie s'est brisée. « Oui, Léa aussi. Il a commencé à la frapper. J'ai essayé de l'arrêter. Elle s'est caché le visage. Il m'a frappé et il a dit que si je parlais, il ferait pire. J'ai serré les poings. Julien, cet homme au regard froid, avait martyrisé ma fille. » La capitaine Morel notait tout calmement. « Julien Martinez, c'est bien ça ? Savez-vous où il se trouve ? » « Je ne sais pas », a répondu Aurélie en secouant la tête. « Hier soir, il a encore fait une crise et il est parti. Il n'est pas revenu. » « Bien, nous lançons une alerte immédiatement. » Je suis retournée auprès de Léa. « Julien. » Ce nom brûlait en moi comme un fer rouge. Mais en même temps, un petit doute a germé. Quelque chose ne collait pas, même si je ne savais pas encore quoi. 2 jours plus tard, Julien a été arrêté. La capitaine Morel m'a appelé à 8 heures du matin. J'avais passé la nuit au chevet de Léa, dormant à peine. Ma fille était hantée par des cauchemars, se réveillant en hurlant. À chaque fois, je la serrais forte en lui murmurant qu'elle était en sécurité. « Nous avons appréhendé Julien », a dit Sandrine. Il se cachait chez un ami. Je vois. J'ai regardé par la fenêtre. C'est une bonne chose. Mais rien n'était vraiment bon. Arrêter Julien n'allait pas effacer les blessures de Léa, ni ses traumatismes. Il nie les faits, a poursuivi Sandrine. Mais nous avons suffisamment de preuves, le témoignage de votre fille, le diagnostic médical et celui de votre sœur. J'ai acquiescé sans un mot. Après l'arrestation, j'ai rendu visite à Aurélie dans sa chambre. Elle était assise sur son lit, près de la fenêtre. Ses bleus commençaient à jaunir. En me voyant, elle s'est remise à pleurer. Je suis tellement désolée. Je me suis assise près d'elle. Aurélie, tu as été une victime toi aussi. Elle a hoché la tête. J'avais peur. Il était si doux au début, puis il a changé d'un coup. J'ai pris ma sœur dans mes bras. Elle pleurait sur mon épaule. Je pleurais aussi,
mais mes larmes étaient différentes. C'était de la colère, et ce sentiment lancinant que quelque chose m'échappait. Le 3e jour, j'ai revu le docteur Bertrand dans la salle d'examen. Nous regardions le dossier médical de ma fille. « Docteur, ai-je dit, pourriez-vous me montrer à nouveau les blessures de Léa en détail ?» Elle a ajusté ses lunettes. « Quelque chose vous tracasse ?» « Oui. » J'ai pris une grande inspiration. Avant d'être professeur, j'ai travaillé à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, pendant 5 ans comme assistante sociale. Ses yeux se sont agrandis. Je l'ignorais. J'ai vu des centaines de cas de maltraitance, ai-je continué. Alors je sais quand quelque chose cloche. Nous avons étalé les graphiques sur le bureau. Les emplacements des blessures étaient marqués sur un schéma corporel. J'ai étudié cela avec minutie. Mes 5 ans d'expérience me murmuraient à l'oreille. Cette blessure, ai-je dit en désignant un bleu sur le bras, provient de la main d'un homme adulte. Oui, a confirmé le docteur Bertrand, vu la taille, c'est ce que nous estimons. Mais cette blessure-là, ai-je ajouté en pointant une contusion dans le dos, elle est différente. Le docteur a froncé les sourcils. Que voulez-vous dire ? La forme. Ce n'est pas une paume, c'est un point. Mais la taille du point est. J'ai rétréci les yeux. Trop petite pour un homme. Le docteur a réexaminé les relevés avant de hocher lentement la tête. Vous avez raison. Cela pourrait être le point d'une femme. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Docteur, est-il possible que les blessures de Léa aient été causées par 2 personnes différentes ? Elle a fixé le dossier un long moment avant de répondre. Oui, c'est fort probable. Certaines marques sont cohérentes avec un homme, d'autres avec une femme. Je me suis levée. Une femme. Aurélie ? Non, c'était impossible. Ma sœur était censée être une victime elle aussi. Docteur, pourrais-je voir le dossier médical de ma sœur ? Elle m'a regardée avec un mélange de compréhension et de prudence. Madame, que suspectez-vous ? Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement, mais je dois vérifier. En examinant le dossier d'Aurélie, ma suspicion s'est changée en certitude. Les bleus sur son visage avaient des angles contre nature. Le bleu sur sa joue droite avait été causé par une main droite, or on m'avait dit que Julien était droitier. Quand un droitier frappe quelqu'un de face, il touche généralement la joue gauche. Et les plaies sur le bras d'Aurélie, sous les bandages, étaient peu profondes et parallèles, comme si quelqu'un s'était entaillé lui-même avec une lame. Ce sont des blessures auto-infligées, ai-je soufflé. Le docteur Bertrand n'a rien dit, mais son silence confirmait tout. Je suis sortie de la pièce. Dans mon esprit, toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. Les appels manqués, les vidéos évitées, la serrure changée, les blessures de ma sœur. Mais pourquoi ? Pourquoi Aurélie aurait-elle fait ça ? J'ai appelé la capitaine Morel. Capitaine, j'ai une requête. Pourrais-je avoir la permission de fouiller la maison de ma sœur ? Pourquoi ? Julien est déjà sous les verrous. C'est une intuition, ai-je dit. Quelque chose ne va pas. J'ai travaillé 5 ans à la protection de l'enfance. J'ai été formée pour repérer les incohérences. Sandrine a hésité un instant. Très bien, je fais confiance à votre instinct. Le lendemain, je suis retournée dans le pavillon d'Aurélie avec Sandrine. L'endroit était toujours un désastre. Mais cette fois, je regardais avec d'autres yeux. Les agresseurs laissent toujours des traces, des journaux, des messages. Ils les cachent là où ils pensent que personne ne cherchera. J'ai commencé par le salon, ouvrant chaque tiroir, vérifiant chaque étagère. Rien. La cuisine, la salle de bain, rien. Puis je suis entrée dans la chambre d'Aurélie. Le lit était fait avec soin. Des photos de famille ornaient les murs. Des photos d'Aurélie et moi avec notre mère, toute souriante. J'ai commencé une recherche systématique, les placards, derrière le miroir, sous le lit. Je me suis agenouillée. Dans la poussière, j'ai aperçu un carnet fin. Je l'ai extirpé. C'était un journal intime. Mes mains tremblaient. Je l'ai trouvé, ai-je dit à Sandrine. J'ai ouvert le journal. Sur la première page, une date d'il y a 15 ans,
quand Aurélie avait 14 ans. Maman a choisi Céline parce qu'elle est plus intelligente, parce qu'elle a plus de potentiel. Et moi? On m'a laissée avec papa. Papa ne voulait pas de moi, il m'a juste prise par obligation. J'ai tourné la page. Il y a 10 ans, papa est mort. Céline est venue à l'enterrement et est repartie aussitôt, me laissant seule avec 30 000 € de dette. J'ai tout payé seule. J'ai continué à lire. Il y a 5 ans, Céline a eu un bébé, Léa. Maman est si heureuse. Léa est si mignonne. Mais quand je leur rends visite, maman me demande, Aurélie, quand est-ce que tu te maries? Elle me compare toujours. Il y a 2 ans, le testament de maman, Céline reçoit 150 000 €, moi seulement 50 000. La raison? L'éducation de Léa. Même après sa mort, Léa passe avant moi. Puis, il y a 3 mois, Céline veut me confier Léa pendant 3 semaines. C'est ma chance. Je vais détruire sa vie parfaite. Si je brise Léa, Céline se brisera aussi. J'ai failli lâcher le carnet. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine le tenir. Madame? La voix de Sandrine semblait lointaine. Est-ce que ça va? Je n'ai pas pu répondre. Je lui ai simplement tendu le journal. Nous avons continué les recherches. Derrière un panneau de tiroir mal fixé, j'ai trouvé un autre téléphone. Je l'ai allumé. Les messages avec Julien remplissaient l'écran. Un message d'il y a 2 semaines disait « Elle pleure encore, je n'en peux plus ». Julien avait répondu « Ignore-la ». Et Aurélie avait écrit « Je ne peux pas ». Sa voix me rappelle ma sœur. La parfaite Céline et sa parfaite fille. Julien avait répondu « Alors occupe-t'en, je m'en fiche ». Et elle, c'est ce que je vais faire. J'ai serré le téléphone à m'en faire mal aux doigts. Tout n'était qu'un mensonge. Les larmes d'Aurélie, sa peur, tout cela était une mise en scène. Ma propre sœur avait délibérément et systématiquement torturé ma fille. Quand je suis retournée à l'hôpital avec ces preuves, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était plus de la colère, ni de la tristesse. C'était une détermination froide et lucide. Le même sentiment que j'éprouvais face aux agresseurs quand je travaillais à l'ASE. Mais cette fois, c'était ma sœur. La capitaine Morel a acté le journal et le téléphone comme pièce à conviction. Puis elle m'a regardée. « Madame, voulez-vous l'affronter ?» J'ai hoché la tête. « S'il vous plaît, enregistrez tout depuis la pièce d'à côté. » N'est-ce pas dangereux? J'ai fait face à des agresseurs pendant 5 ans, ai-je dit calmement. Mais cette fois c'est personnel. Je dois le faire. Sandrine a réfléchi un instant, puis a accepté. D'accord. Au moindre problème, j'interviens. Je me suis tenue devant la porte de la chambre d'Aurélie, le journal à la main. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai poussé la porte. Aurélie était assise sur son lit, fixant la fenêtre. Elle s'est retournée et a souri. « Tu es là. » Voir ce sourire m'a provoqué une douleur vive à la gorge. J'avais cru à ce sourire pendant tant d'années. « Aurélie, il faut qu'on parle. » Je me suis assise sans montrer le carnet. « Comment va Léa ?» Des larmes ont instantanément rempli ses yeux. « Je suis tellement désolée, j'avais peur, je n'ai rien pu faire. » Arrête de mentir. Aurélie s'est figée. Quoi? Je suis une ancienne assistante sociale de l'ASE, ai-je dit d'une voix monocorde. J'ai vu des centaines d'agresseurs. Le sang a quitté son visage. Tes blessures, ai-je continué, tu te les as faites toi-même. Les angles ne collent pas. Le bleu sur ta joue droite a été fait par ta main droite. Julien est droitier. De quoi tu parles? A-t-elle chuchoté. Les plaies sur tes bras sont superficielles et parallèles. Un schéma classique d'automutilation. J'ai sorti le journal. Les yeux d'Aurélie se sont écarquillés. Et ça? Je l'ai ouvert aux bonnes pages. Ton journal. Caché depuis 15 ans sous ton lit. Ce n'est pas à moi, a-t-elle bafouillé. On le confirmera avec une analyse graphologique, ai-je répliqué. Et j'ai trouvé les messages avec Julien. Tous. J'ai lu les messages à haute voix, un par un.
Le visage d'Aurélie est devenu livide. Je m'en doutais depuis le début, ai-je dit. Les réactions de Léa, tes blessures, ses messages. Alors j'ai enquêté comme je le faisais à l'époque et j'ai tout trouvé. Aurélie ne disait plus rien. Elle me fixait. Pourquoi? Ai-je demandé doucement. Pourquoi faire du mal à Léa? Un silence pesant a envahi la pièce. Puis Aurélie a ri. Un rire froid, sec, que je ne lui connaissais pas. Pourquoi? A-t-elle répété. Tu me le demandes sérieusement? Les larmes avaient disparu, remplacées par une haine pure. Tu n'as donc jamais rien compris? Elle s'est levée. Il y a 15 ans, maman t'a choisi. Céline est brillante, disait-elle. Et Aurélie? On va la laisser avec son père. J'étais le reste, le déchet. Sa voix montait en volume. Puis papa est mort. Tu es venu à l'enterrement et tu es reparti. J'ai géré 30 000 € de dette toute seule. Aurélie, je ne savais pas. J'ai demandé de l'aide. A-t-elle hurlé. Tu n'as pas écouté. Tu étais toujours trop occupée. Et l'héritage. 150 000 pour toi, 50 pour moi. Encore à cause de Léa. Toujours Léa. Je me suis levée à mon tour. Cela ne justifie pas qu'on s'en prenne à une enfant innocente. Innocente? Aurélie a ricané. Léa est le symbole de ta vie parfaite. Si je la brisais, je te brisais toi. C'était ça, la justice. Je l'ai regardée et j'ai réalisé que je ne reconnaissais plus ma sœur. Tu es folle. Non, a-t-elle dit calmement, je voulais que les choses soient équitables. J'ai essuyé une larme et j'ai soutenu son regard. Aurélie, tu as fait des choix chaque jour pendant 15 ans. Tu as choisi la haine et tu as détruit une enfant. De vraies larmes coulaient sur ses joues maintenant. Je ne te pardonnerai jamais, ai-je dit clairement. Et Léa non plus. La famille, ce n'est pas le sang, c'est un choix. Et toi, tu as choisi la haine. La porte s'est ouverte. La capitaine Morel est entrée avec 2 collègues. Aurélie Richard, vous êtes en état d'arrestation. Alors qu'on l'emmenait, Aurélie m'a regardé une dernière fois. Est-ce qu'on a un jour été vraiment sœurs? Je pensais que oui, ai-je murmuré. Mais tu as jeté cela il y a bien longtemps. Je suis retournée dans la chambre de Léa. Elle a souri en me voyant. 1 an plus tard, ma fille riait avec ses amis pour son 6e anniversaire. Nous avions survécu, et maintenant, nous vivions vraiment. La porte s'était refermée sur Aurélie, laissant un grand vide dans la chambre d'hôpital. Je suis restée là un long moment, fixant l'espace qu'elle occupait, comme si ma sœur pouvait encore y être si je regardais assez fort. Dehors, le soleil brillait. Le ciel était d'un bleu infini. Le monde continuait de tourner, indifférent, alors que le mien avait été totalement remodelé. Je suis retournée auprès de Léa. Elle était assise dans son lit, tournant lentement les pages d'un livre d'images. En me voyant, un petit sourire est apparu sur ses lèvres. Maman. Je l'ai serrée fort, en faisant attention à ses pansements. Et dans mon cœur, j'ai fait une promesse, je ne la lâcherai plus jamais. 1 an a passé. Aurélie a été condamnée à 12 ans de prison ferme. Le journal et les messages ont été des preuves décisives. Au tribunal, ma sœur a maintenu jusqu'au bout qu'elle était la victime. Le juge lui a répondu calmement, « Vous avez été rongée par la jalousie pendant 15 ans, mais vous avez brisé une enfant innocente. C'est inacceptable. » Julien a également été reconnu coupable de complicité de maltraitance, bien qu'il ait été révélé qu'il n'était pas au courant du plan prémédité d'Aurélie. Sa peine a été de 5 ans de moins que celle de ma sœur. Je n'ai jamais rendu visite à Aurélie. Je ne lui ai jamais écrit. Chaque lettre qu'elle m'a envoyée, je l'ai jetée sans l'ouvrir. Léa a suivi une thérapie intensive. Pendant les 3 premiers mois, elle faisait des cauchemars chaque nuit, se réveillant en hurlant. À chaque fois, je la prenais dans mes bras pour lui dire qu'elle était en sécurité. Lentement, son sourire est revenu. 6 mois plus tard, elle a repris l'école. Aujourd'hui, 1 an après, ma fille rit de nouveau avec ses amis. C'était son 6e anniversaire. Notre maison était remplie de ballons et de rires.
Léa jouait pendant que Marc apportait le gâteau. Ma relation avec mon ex-mari avait changé. Nous ne nous étions pas remis ensemble, mais en tant que parents de Léa, nous avions choisi de faire bloc pour la protéger. La capitaine Morel était là. Le docteur Bertrand était là aussi, tout comme le pédopsychiatre de Léa. C'est un jour spécial, ai-je dit à tout le monde. Pas seulement pour l'anniversaire de Léa, mais pour remercier tous ceux qui l'ont protégée. Léa a frappé dans ses mains et a crié « Merci maman, merci papa, merci Sandrine et Isabelle ». Tout le monde a applaudi. Les larmes me sont montées aux yeux. Joyeux anniversaire, Léa. Ce soir-là, en la mettant au lit, elle m'a dit « Maman, je me suis bien amusée aujourd'hui. Je suis tellement heureuse. » Puis elle a hésité. « Est-ce que tata Aurélie va revenir ?» J'ai caressé ses cheveux. « Non, elle ne reviendra pas. » Léa a hoché la tête. « Tant mieux. » J'avais peur. « Tu es en sécurité maintenant ?» ai-je murmuré. « Maman te protégera toujours. » Elle m'a regardée. « Maman, je n'arrive pas à pardonner à tata Aurélie. » Est-ce que c'est mal ? Je l'ai serrée contre moi. « Non, Léa, tu n'as pas à lui pardonner. Tu n'as rien fait de mal, souviens-toi de ça. » Puis j'ai souri doucement. Mais maman a appris quelque chose d'important grâce à elle. Quoi ? Que la famille, ce n'est pas le sang. La famille, ce sont les gens qui choisissent de s'aimer chaque jour. Papa, Sandrine, Isabelle, ils nous ont choisis. Alors ils sont notre famille. Les yeux de Léa se sont éclairés. Alors moi aussi je te choisis, maman. J'ai essuyé mes larmes. Et moi je te choisis aussi. Chaque jour, pour toujours. Maman, je t'aime. Moi aussi je t'aime, mon cœur. À l'infini. Le lendemain matin, je suis entrée dans les bureaux de l'ASE. 6 mois plus tôt, j'avais décidé de reprendre mon métier, non plus comme professeur de musique, mais à nouveau comme assistante sociale. Le cas de Léa m'avait redonné le sens de ma mission. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert un nouveau dossier. Une petite fille de 5 ans, suspicion de maltraitance. J'ai pris une grande inspiration. J'étais prête. La famille n'est pas une question de sang, c'est une question de choix. Chaque matin, je choisis Léa. Chaque jour, Marc choisit d'être présent. Chaque semaine, Sandrine choisit de nous appeler. Isabelle choisit d'être à l'écoute. Ils nous ont choisis. Nous les avons choisis. C'est cela, la famille. Aurélie a choisi la haine, et moi j'ai choisi d'avancer, de guérir, de grandir et de protéger les autres enfants. Nous avons survécu et maintenant nous vivons vraiment. C'est ce que fait une vraie famille. C'est à cela que ressemble le véritable amour. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé mon travail. Je parcours les premières pages du dossier de la petite Manon. Les rapports décrivent une enfant silencieuse, trop sage, avec des marques inexpliquées sur les poignets. Autrefois, j'aurais peut-être cru aux explications des parents sur une chute accidentelle, mais plus maintenant. Mon expérience avec Aurélie a aiguisé mes sens d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je sais désormais que le mal peut se cacher derrière les sourires les plus familiers et les excuses les plus lisses. Je me rends sur place pour ma première visite à domicile. L'appartement est impeccable, presque trop parfait, tout comme l'était celui de ma sœur. En observant Manon, je vois ce même regard fuyant, cette même façon de se recroqueviller quand un adulte approche la main. Mais cette fois, je suis là pour empêcher l'irréparable. Je parle longuement avec la mère, je pose les questions que personne n'ose poser, je cherche les failles dans son récit. Ce n'est plus seulement un travail, c'est une promesse tenue envers Léa et envers tous les enfants qui n'ont pas de voix. En fin de journée, je quitte le bureau avec un sentiment de devoir accompli. Le signalement est lancé, la procédure de protection est enclenchée. Je sais que le chemin sera long pour cette famille, mais Manon est désormais en sécurité. Le soir venu, en rentrant à la maison, l'odeur du dîner m'accueille. Marc est là, il aide Léa à finir ses devoirs de CP sur la table de la cuisine. En me voyant, ma fille court vers moi et se jette dans mes bras. « Maman, tu as fini d'aider les gens ?» me demande-t-elle avec une innocence retrouvée. « Oui, mon cœur, pour aujourd'hui,
ai-je répondu en l'embrassant sur le front. Nous dînons tous les trois, une scène de vie ordinaire qui, pour nous, tient du miracle. Après le repas, Léa s'installe au piano. Elle joue une petite mélodie simple que je lui ai apprise. Ses doigts glissent sur les touches avec une assurance grandissante. Ses blessures physiques ont disparu, ne laissant que de fines cicatrices presque invisibles, mais c'est sa joie de vivre qui est sa plus belle victoire. Parfois, le souvenir d'Aurélie revient me hanter, comme une ombre au coin de ma mémoire. Je me demande si elle regrette, si elle réalise l'immensité de sa trahison. Mais je ne lui laisse plus de place dans ma vie. La colère a laissé place à une paix profonde, celle de savoir que j'ai fait ce qu'il fallait. Avant de dormir, je regarde une dernière fois Léa qui dort paisiblement, entourée de ses peluches. Son souffle est régulier, son visage est serein. La vie nous a mis à l'épreuve, elle nous a brisés, mais nous nous sommes reconstruites plus fortes. La famille n'est pas une fatalité liée au sang, c'est un sanctuaire que l'on bâtit pierre par pierre avec ceux qui nous aiment vraiment. Et dans ce sanctuaire, il n'y aura plus jamais de place pour la peur. Demain, je retournerai au bureau, j'ouvrirai un autre dossier, et je continuerai de me battre. Car chaque enfant mérite une maman qui le choisit, chaque jour, envers et contre tout. C'est cela, notre histoire. Une histoire de survie, de choix et d'un amour plus fort que la trahison. Nous sommes enfin libres, et nous vivons vraiment.